Sur les 109 députés, 90 ont répondu présents lors de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024, marquant ainsi le début de la troisième session ordinaire de la 9e législature. Au cours de cette session, les parlementaires examineront plus d'une vingtaine de lois et de propositions de loi. En compagnie de mes invités déjà sur ce plateau, nous reviendrons sur les éléments marquants de cette journée. Herman Niambossou, bonjour. Bonjour Oli, c'est Mavo. Vous êtes journaliste et analyste politique IFA Télévision. Oui, c'est bien moi. Alors, à l'opposé, Sergino Lokosso. Sergino, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes également journaliste, analyste du quotidien Le Martinal. Je confirme. Alors, on l'aurait retenu à l'entame de l'ouverture de cette session, un discours de Louis Vlavonou marqué par des principaux axes où il démarre par un appel à la paix et à la collaboration politique. Emmanuel Niambossou. Oui, appel à la paix. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays, effectivement, qui appelle ses collègues députés à la paix parce qu'on se rappelle encore tout ce qu'il y a eu comme tumulte, tout ce qu'il y a eu comme, je ne dirais pas échauffourée, mais envolée verbale au cours de la session qui s'est achevée, la session extraordinaire, laquelle d'ailleurs a connu l'étude de certaines lois, des lois un peu polémiques et tout. Je pense que c'est bien, Louis Vlavonou fait bien de rappeler à ses collègues que le Parlement reste un centre, le haut lieu de la politique, et qu'il faut qu'il donne le bon exemple en faisant en sorte que la paix soit le fait mot et le maître mot de tout ce qui est fait au Parlement. Je pense que c'est une bonne chose, appel à la paix, appel à la fraternité, ainsi d'ailleurs que l'indique comment dit-on, notre devise fraternité du travail. Oui. Et donc je pense que Vlavonou fait bien de faire tout ça, de dire tout ça là. Sur d'autres aspects de son discours, il a également parlé des lois. Il a fait un petit bilan des lois qui ont été votées. Je pense que c'est pas mal. Production législative assez impressionnante. Lesquelles lois demandent peut-être à être lues, à être connues de tous et tout et tout. Performance inédite, contrôle de l'action gouvernementale. À ce sujet, sur 56 questions, il dit que 26 ont été examinées et donc il en reste encore qui seront également examinées. Je pense que, en gros, pour le discours livré par Louis Vlavonou, on sent que c'est une neuvième législature qui quand même travaille et qui travaille à soi la démocratie au Bénin. Sergino, une 9e législature qui a déjà fait la moitié de son mandat. Aujourd'hui, on lance une session sur la culture de la paix, une session sur le maintien du climat de travail harmonieux au Parlement. Oui, on ne va pas demander mieux, c'est qu'il y ait la paix. La paix n'est pas un vain mot, comme l'a dit un acteur politique ivoirien, qui n'est plus, je veux parler de l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny, oui. Mais la paix est un comportement. Et donc, quand vous écoutez le président Louis Vlavonou dans son discours, vous allez voir qu'il appelait à la paix. Et il sait que les meilleurs vecteurs de la paix, ce sont les acteurs politiques, ce sont les parlementaires, et qui ont un mandat, qui détient leur mandat du peuple. Donc, oui. Ils ont l'obligation de travailler à ce qu'il y ait la paix dans le pays. Je ne vous apprends rien. Vous savez très bien que la période que nous traversons est une période très sensible. Et il y a une situation sociopolitique où chacun se dit qu'est-ce qui adviendra dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et donc, quand le président de l'Assemblée nationale appelle à la paix, c'est un signal fort. Un signal fort parce qu'au Parlement, il y a quand même toutes les colorations pour politique. C'est vrai, il y a la mouvance, il y a également l'opposition, enfin un parti d'opposition qui est au Parlement. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose d'appeler à la paix. Et c'est quand même une façon de renvoyer chacun des parlementaires à leur responsabilité, d'informer, de mener des actions de paix. Et dans les discours, même si le Parlement, comme l'a rappelé, est le haut lieu de la politique. Il faut quand même que la politique soit faite de telle sorte que le peuple se retrouve, parce qu'au-delà de tous les acteurs politiques, ils disent qu'ils portent les intérêts du peuple, ils travaillent pour le peuple, et le peuple du Bénin a besoin de la paix. Le peuple du Bénin est un peuple de paix, et ce que nous allons souhaiter, c'est que, au-delà de ces députés, au-delà de ce discours quand même, qui, à mon avis, rassemble, qui, à mon avis, elle résume à souhait la situation sociopolitique que nous vivons actuellement. Je pense que c'est un signal fort à tout le monde, à tous les acteurs politiques, à tout le peuple béninois, de mener des actions, quelles que soient les colorations ou la coloration politique. Sachez que le Bénin est un et indivisible. Nous n'avons pas deux nations. En tout cas, moi,
Je n'ai pas de nationalité, je suis béninois de père et de mère et je ne compte pas avoir une autre nationalité. Et donc, nous allons tous travailler, chacun dans son secteur, chacun dans son couloir de compétences à faire régner la paix, quel que soit ce qui se passera. Il y a quand même que le génie béninois peut quand même surgir à tout moment et que nous allons travailler pour la paix parce que les élections générales de 2026 ne sont pas loin, elles sont très proches et donc il faut que chacun d'entre nous puisse travailler à ce que la paix règne. Alors Louis Vlavonou, oui, allez-y. Oui, c'est surtout ce génie béninois-là qu'on a souvent salué, qu'on a souvent loué et qui fait que même dans les moments les plus difficiles, on arrive à trouver des compromis, on arrive à se tirer d'affaire. C'est ce génie qu'il faut encore implorer. Dans une situation aujourd'hui où, oui, il y a comme une forme de sabotage des réformes de Patrice Talon. Il y en a qui pensent que oui, parce qu'on évite les populations à se mettre en règle, donc à porter des casques. C'est le moment pour eux d'agir, de poser des actes qui un peu font aujourd'hui que les populations ont quelques soucis aujourd'hui avec la police. Je pense que c'est des éléments sur lesquels on va revenir. Donc, Vlavonou fait bien d'appeler les acteurs politiques à la paix. Mais il faut également que, citoyens béninois, qu'on puisse travailler à ce que cette paix s'enracine dans nos comportements. Il a également parlé de la fierté dans le fonctionnement actuel du Parlement. Est-ce que c'est l'entrée de l'opposition à partir de 2023 qui l'amène à parler de fierté? Qu'est-ce qui peut pousser Louis Vlavonou à quand même aller sur ce terrain-là? Non, je crois que la fierté, oui, si ceux qui pensent ou ceux qui vont penser que c'est parce qu'il y a aujourd'hui le Parlement n'est plus un Parlement monocolore comme ça a été tout énoncé. Le Parlement est devenu quand même un Parlement multicolore, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs colorations aujourd'hui. Il y a les opposants, il y a la mouvance. Je pense que la fierté, ça se situe peut-être au niveau de l'entrée des opposants. La fierté également se situe au niveau des actions qui ont été menées, de la conscience de chaque député, parce qu'ils sont porteurs d'un mandat. Et donc, il faut qu'ils travaillent à ce que ce mandat soit un mandat réussi, parce que c'est vrai que c'est eux qu'on voit, c'est eux qui bénéficient des avantages. Mais les actions qu'ils mènent ont des impacts directs sur la population, sur le peuple. Et donc, cette fierté, c'est quand même... par rapport à tout ce travail qui a été mené. On parle d'une vingtaine de lois qui ont été déjà votées. On parle de beaucoup de choses. Le bilan, en tout cas, est un bilan qui est satisfaisant, à mon avis. Quand vous voyez le président de l'Assemblée il le dit lui aussi avec une certaine fierté. C'est vrai que les parlementaires ont fait le travail comme cela se doit. Et maintenant, c'est à eux de continuer pas travailler pour quand même bénéficier de l'aura, pour grimper dans l'estime du peuple, parce que c'est leur nom que l'histoire retiendra plus tard. C'est sous eux, ou c'est sous cette mandature qu'il y a eu un certain nombre de choses. Et donc, il faut que des lois soient votées, des lois qui ont un impact réel, pas des lois taillées sur mesure, comme le dénoncent souvent les opposants, ou du moins, comme le pensent certains observateurs. Il faut que ces lois impactent et réellement. Oui, fierté, compte tenu de ce qu'il y a eu comme production législative. Il a évoqué tantôt les nombreuses lois votées. Et j'ai invité tantôt les citoyens béninois à se procurer ces textes de loi-là et à les connaître, parce que des lois passent sans qu'on ne sache exactement quel est le secteur que ces lois-là organisent. Donc je pense qu'il faut ce travail-là. Et il faut également inviter les députés ou le Parlement, en gros, à travailler à une divulgation des textes de loi qui sont votés. Aujourd'hui, j'estime qu'avec avec la page Facebook du Parlement, on devrait accéder à ces lois très facilement, mais travailler surtout à ce que chaque député puisse travailler dans sa zone, à ce que ces lois soient connues. Fierté, compte tenu effectivement de l'ambiance qui a régné jusque-là, parce qu'effectivement, on avait parlé de Parlement monocolore, et désormais, il y a l'opposition qui est représentée à ce Parlement, et donc il fait que désormais, les débats sont plus ou moins menés et très ouverts d'ailleurs. Il faut également saluer cette fierté d'avoir vu 90 députés répondre à l'appel à cette session, à l'ouverture de cette session ordinaire-là, pour montrer qu'au-delà de tout, les députés, un peu comme l'a dit Sergino, savent qu'ils travaillent, qu'ils ont un mandat, qu'ils travaillent pour le bonheur de la population et qu'ils travaillent à ce que la population puisse vraiment se retrouver dans ce mandat qu'on leur a donné. C'est parce que nous ne pouvons pas tous, combien de millions d'habitants, 12 millions d'habitants, aller au Parlement qu'on les a mandatés pour nous représenter. Donc, ils doivent être dignes de nous représenter là-bas. Et je pense que cette fierté, c'est partagé par tous. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut désormais parler, avec cette mandature-là, est-ce qu'on peut désormais parler de valorisation de démocratie, de tolérance? Oui, je pense que c'est pas trop tôt de le dire à mon avis, mais la démocratie, je crois que c'est quand même un jardin, je schématise comme ça. Il faut arroser ça tous les jours. Et je pense que les députés doivent rester dans cette dynamique-là, d'arroser la démocratie tous les jours pour que cette démocratie soit adaptée aux réalités du moment. Parce que je le dis souvent, les réalités de 2024 ne sont pas les réalités de 2020, de 90. Et donc, il faut travailler pour que cette mandature ou pour que la démocratie s'enracine davantage, que la démocratie du Bénin fasse école également, comme elle a toujours fait, on va le dire comme ça. Et donc, il faut véritablement travailler. Ce n'est pas comme quelque chose, un bien qu'on achète et puis bon, je l'ai acheté, c'est une maison, je l'ai acheté, c'est comme ça. Même si vous achetez une maison, il faut entretenir la maison. Je pense que la démocratie, elle est comme ça. Il faut entretenir, il faut que les actes posés par les députés, surtout les députés, parce que c'est eux qui sont mandatés par le peuple, c'est eux qui maîtrisent un certain nombre de choses, un certain fonctionnement, c'est eux qui maîtrisent ça. Et donc je pense que la démocratie, qui mieux peut parler de la démocratie si ce ne sont pas eux les parlementaires, donc c'est à eux d'insuffler une bonne dynamique au peuple, c'est à eux de montrer par leurs actions, par ce qu'ils font au Parlement, et que la démocratie doit être enracinée. Et comme Eman l'a souligné tout à l'heure, il faut quand même que les députés puissent savoir qu'ils sont mandatés, qu'ils ont un mandat, et qu'ils sont là pas pour eux-mêmes, mais qu'ils sont là pour le peuple. Et donc, il faut qu'à intervalles réguliers, c'est bien ça, hein, et qu'ils aillent vers les populations pour les informer de ce qu'ils font. Parce que je me demande, ma tante qui est à Djidja ou à Fosso-Ogba ou à Koklo-Fenta ou à Lindjinde ne maîtrise pas forcément le français. Et donc, il faut qu'à un moment donné, ces députés qui sont de la zone de Djidja, je dis du n'importe quoi, aillent là-bas, parler leur langue pour expliquer un certain nombre de choses aux populations. Ne pas attendre que le chef de l'État ou l'exécutif sorte une décision pour aller expliquer. Non. Avant ça, il faut que le député aille dans sa zone. Ils ont les moyens pour le faire, je pense bien, et qu'ils ont les moyens pour le faire, aille dans ces zones-là pour expliquer un certain nombre de choses. Parce que le Bénin, quoi qu'on dise, la population analphabète est quand même comme ça, grande comme ça. Donc il faut quand même aller dans ces départements, dans ces communes, dans ces arrondissements, dans ces villages pour aller expliquer un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce que nous constatons? La plupart du temps, quand ils deviennent des députés, ils ont tous de maisons à Cotonou. Ceux qui ont été même élus à Malanville ou dans les coins reculés, ils ont tous de maisons à Cotonou. Les week-ends, c'est difficilement qu'ils vont chez eux. Mais quand il y a enjeu, on les voit. Quand les élections s'approchent, ils sont réguliers au village, ils sont réguliers dans leur zone. Donc je pense qu'il leur revient. La mission, le rôle fondamental qui est le leur, c'est d'aller informer. Eman parlait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées, mais que pour la vulgarisation, il faut quand même qu'ils le fassent. C'est vrai que vous allez me dire qu'il y a les radios communautaires, il y a les chaînes de télévision, il y a IFA qui fait un travail excellent, je ne vous jette pas de fleurs, mais qu'il y a également les députés qui doivent le faire parce que c'est à eux d'aller sur le terrain pour que les professionnels des médias puissent les suivre pour rendre compte aux populations qui ne sont pas arrivées à ces séances-là. Donc je pense qu'ils ont un rôle à jouer. C'est vrai que le discours est très intéressant. Le discours est quand même un discours bien rédigé, bien présenté par le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas à son premier essai. Tous ces discours ont toujours emballé. Et donc, au-delà de ce discours, il faut quand même que les députés s'engagent à véritablement renforcer notre démocratie, à véritablement montrer qu'ils sont en train de travailler pour le peuple et non pour le parti. Ils travaillent pour le peuple et le peuple béninois, c'est du nord au sud, c'est de l'est à l'ouest, qu'ils soient opposants ou de la mouvance présidentielle, le peuple reste le peuple et donc les députés doivent comprendre qu'ils doivent travailler pour le peuple. Et c'est important. Allez, vous ajoutez quelque chose? Oui, sur le plan de la démocratie, cette démocratie-là qui en fait s'accommode de frustration. Frustration, et l'honorable Blavonou, le président de l'Assemblée nationale, fait bien de le rappeler également. Frustration au niveau des minorités parlementaires. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand la majorité l'emporte, c'est que ça passe. Mais on oublie bien souvent qu'il y a cette minorité-là qui a aussi certains éléments qui ne marchent pas. Quand vous avez par exemple une élection présidentielle où 56% ont voté pour vous, il y a 44% quelque part qui ne sont pas d'accord avec vous. Et vous devez faire avec ceux-là. Vous devez tenir compte de leurs désidérata, de leurs désapprobations, de leurs ressentis
pouvoir avancer. Vous n'allez pas dire parce que j'ai 56% qui ont voté pour moi, alors, je prends en compte les 56. Non, c'est toute la population qui devient. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, quand les lois ont été votées, quand des positions ont été prises au Parlement, il revient à ceux qui ont jugé utile de voter ces lois-là, de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller expliquer ça à la population. Pourquoi nous avons voté telle loi? Pourquoi nous avons fait ceci? Et donc je pense même que dans tout ce que le président de l'Assemblée nationale met comme structure en place, il doit penser à une cellule de vulgarisation des tests pour faire en sorte qu'une fois que la loi est votée, automatiquement, que ce soit qu'on désigne peut-être 3, 4, 5 langues nationales ou 6 langues nationales dans lesquelles ces lois sont transcrites automatiquement ou traduites automatiquement, et on va dans les régions pour les divulguer, pour faire en sorte que la population comprenne le bien fondé de leur... Parce que l'ignorance fait que... l'ignorance est le terreau fertile sur lequel on plante tout ce qu'il y a comme rumeur, tout ce qu'il y a comme insuffisance, tout ce qu'il y a comme ignominie et tout. Et à la fin, on se retrouve en train de découvrir que, au fait, la loi qui a été votée n'était pas aussi mauvaise que cela. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau fondamentalement pour que les populations béninoises continuent d'avoir foi et confiance en ceux à qui ils ont donné un mandat de les représenter. Alors, on va ensuite rapidement un bout du discours du président de l'Assemblée nationale et revenir. Comme vous le savez, la présente session s'ouvre dans un climat de doute et d'incertitude quant à l'avenir de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une organisation de tous les espoirs. Il s'agit en effet d'un outil privilégié d'intégration régionale et sous-régionale naguère envié et aujourd'hui copié, parfois même avec beaucoup moins de réussite, par les 4 autres régions du continent, créant ainsi les 5 piliers de base de l'Union africaine. De fait, la création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant les républiques sœurs du Burkina, du Mali et du Niger, suivie de l'annonce de leur retrait respectif de cette institution de référence en réaction aux sanctions conjoncturelles précédemment prises à leur encontre, mais déjà levées pour la plupart, est incontestablement un sujet de préoccupation majeure pour tous les dirigeants de notre espace géopolitique. En effet, une telle perspective serait la dernière chose à désirer. Il va sans dire que d'autres outils d'intégration, dont au premier chef l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'en trouveront forcément fragilisés. Cette situation aurait même probablement été explosive si le Sénégal n'avait pas évité in extremis le chaos qui se profilait à l'horizon en organisant finalement des élections apaisées et dans des délais constitutionnellement impartis à la surprise générale. C'est tout à l'honneur du vaillant peuple sénégalais et de tous les acteurs de cette prouesse qui rend témoignage à la démocratie et à l'état de droit. En termes clairs, aujourd'hui plus qu'hier, j'estime que le salut individuel et collectif des États ouest-africains, aussi bien en matière de développement que sur le plan sécuritaire, se trouve dans l'union et non dans la division. On a suivi un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale. Au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, il a également parlé de la situation sous-régionale avec un grand soutien qu'il apporte à la CEDEAO. Oui, c'est clair que la CEDEAO, c'est les prédécesseurs, c'est les pères de l'Afrique qui ont mis cet outil-là à la disposition de la communauté pour faire en sorte qu'il y ait une libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, où il y a quelques mois, avec les velléités de création et de sortie de cette CEDEAO, donc de création de la AES, Association des États du Sahel, Alliance des États du Sahel, tout semble
partie en vrille, hein, où tout semble aujourd'hui ne plus se tenir sur les rails également. Et donc, lui, Vlavonou, il rappelle un peu cette situation parce que ça ne peut que préoccuper, en fait, de savoir que cette CEDEAO-là, qu'on nous a enseigné à l'école, qui est un outil d'intégration sous-régionale et qui, tout le temps, permet à des peuples de pouvoir circuler, même si à nos frontières, il y a ce que les policiers, les douaniers comprennent de la CEDEAO, mais ce qu'on nous enseigne de la CEDEAO n'est pas ce qu'ils comprennent. Cette CEDEAO, quand même, c'est un outil quand même d'intégration. Aujourd'hui, qu'on a eu à la création de l'AES, je pense qu'il y a lieu pour tous ceux qui ont quelque intérêt, tous ceux qui ont quelques marge de manœuvre auprès de ces États-là, de les associer, de les appeler pour qu'ils aillent parler, échanger avec ceux qui sont là-bas. Ce n'est pas des animaux, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, ce n'est pas des moutons qui sont là-bas, c'est des êtres humains qui sont là-bas. Et il suffit qu'on touche des éléments clés. Dans ce pays au temps fort de la crise entre le Bénin et le Nigeria, je me rappelle, il y en a qui ont demandé qu'on fasse appel à professeur John Ige, qui serait un spécialiste du Nigeria et qui aurait pu nous aider et tout et tout. Je pense qu'il faut, s'il y a des députés, s'il y a des ministres, s'il y a des opérateurs économiques, s'il y a des individus lambda, qui ont quelques marges de manœuvre vis-à-vis de ces États-là, c'est le moment pour le Bénin de les solliciter, c'est le moment pour la CEDEAO de les solliciter pour qu'ils puissent intervenir auprès de ces Sergino Lokosso, AES, avec tout ça, est-ce qu'on peut toujours dire que la CEDEAO est en train de fournir des efforts pour une communauté régionale autour de la même idéologie? Je pense que ces 10 dernières années, c'est vrai que l'image de la CEDEAO a pris un coup par rapport à tout ce que nous avons constaté dans les États où les peuples de ces États membres se disent que véritablement, est-ce que l'organisation fonctionne véritablement pour les peuples? Et donc, il y a eu émergence de ce que les militaires ont ramassé le pouvoir par terre dans ces États-là, qui se disent aujourd'hui s'associer pour créer une alliance. Je pense que je n'ai pas trouvé meilleur mot pour le dire, c'est une pagaille, on va le dire ça comme ça, parce que 3 États contre tous ces autres États, je pense que ça va être difficile pour ces États. Pendant qu'on a besoin de 1001 choses, nous ne savons faire qu'un tout petit peu, d'où l'obligation pour nous d'aller en relation avec les autres, d'aller au contact des autres. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans un monde interplanétaire où, j'aime à le dire, à le schématiser comme ça. Le Béninois est dans un quartier de l'Afrique, le Togolais aussi est dans un quartier qui s'appelle le Togo, et puis ainsi de suite. Je pense aujourd'hui qu'au-delà des intérêts qu'on peut défendre, au-delà de ce qu'il y a un système anti-français qui est né et entretenu dans ces pays-là, je crois que c'est d'amener ces dirigeants à prendre de la hauteur et aller au-delà. C'est vrai, il y a des revendications, c'est vrai qu'on nous parle des ressources qui sont utilisées pas pour faire le bien du peuple. Je pense aujourd'hui qu'il faut quand même qu'au-delà, comme Eman l'a dit, au-delà des dirigeants que nous avons et qui doivent jouer de la diplomatie envers l'AES, parce que l'AES est très loin, il faut le dire comme ça, l'AES est très loin aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont en mesure de rebrousser chemin? C'est là le problème. Donc il faut trouver la diplomatie qu'il faut, les techniques qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour quand même les amener à comprendre que nous sommes dans une communauté au-delà de tout. Nous avons des revendications, mais je crois que cette alliance est créée, entre autres, je dis ça comme ça, pour ne pas donner le pouvoir aux civils. Je dis ça comme ça, c'est une grille d'analyse. Je ne dis pas que c'est ça, je n'affirme pas. Je n'affirme pas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président de l'Assemblée, c'est quand même un sujet important, très important. Au-delà du discours, il faut que des actions concrètes soient menées sur le terrain. Il faut que de la diplomatie, parce qu'aujourd'hui, c'est de la diplomatie. Nous sommes en Afrique et nous avons cette tradition, le dialogue. Il faut parler, il faut se parler. Il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle abracadabra pour quand même que chacun d'entre ces dirigeants qui ont encore l'étoffe nécessaire pour aller vers eux, parce qu'il y a des dirigeants qui sont des personas non grata au sein de l'AES, je ne veux pas citer de nom, mais je dis qu'il y a des dirigeants sur le continent, notamment dans la partie ouest africaine, qui ne seront pas la bienvenue à l'AES, mais ceux qui ont encore l'estime de l'AES peuvent quand même mener des démarches pour montrer que oui, vous allez créer, mais n'oubliez pas la CEDEAO est là. Et donc, il revient à la CEDEAO également de revoir son fonctionnement, de travailler véritablement pour le peuple, pour qu'on
on n'est pas dit, et beaucoup d'observateurs, moi je suis beaucoup d'observateurs qui disent que la CEDEAO, c'est Andrive, le syndicat des chefs d'État qui sont dedans, et que ça ne marche pas forcément pour le peuple, ça marche pour des intérêts. Donc il faut quand même que la CEDEAO puisse revoir son fonctionnement, revoir sa perception, parce que la perception que les peuples ont de cette institution, c'est que ça ne fonctionne pas véritablement pour les peuples, et donc il faut quand même qu'un travail soit fait, un travail de fond, je vais dire comme ça, pour que la situation soit améliorée, parce qu'aujourd'hui, on ne gagne rien avec les fermetures qu'on constate par-ci, par-là. On ne gagne rien avec les oppositions qu'on note par-ci, par-là. Et donc, je pense que c'est important. Il faut quand même que la paix soit ramenée, que tous les États africains s'unissent et restent debout comme un seul et unique homme. Alors, oui, c'est vrai qu'il faut souhaiter effectivement que cette paix revienne au sein de la communauté CEDEAO. Mais est-ce qu'on peut parvenir à cette paix sans des réformes courageuses, un peu comme l'a rappelé hier le président Louis Blavonu? Je pense qu'il faut aller vers des réformes au sein de la CEDEAO, parce que si les États de l'Alliance AES en sont arrivés, c'est vrai, s'il y a eu des coups d'État dans ces pays et si les États en sont arrivés à créer cette alliance-là, c'est parce qu'ils ont estimé que, attention, la CEDEAO ne travaille vraiment pas pour la sécurité de nos populations. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO sait pouvoir dire, écoutez, nous travaillons à ce qu'il y ait une acquisition de drones, il y a une acquisition une force commune pour aller contre le terrorisme, contre les attaques djihadistes dans le nord, dans beaucoup de pays? Non, la CEDEAO n'a pas pensé à ça pendant longtemps. Si aujourd'hui, il est possible pour la CEDEAO de dire, ok, nous sommes d'accord pour ce que vous avez fait comme option, venez ensemble, on va réfléchir, faites des réformes, parce que, comme on l'a dit, dans ce pays, on nous a dit que la constitution du Bénin est taillée dans du marbre. Mais après, on nous a encore enseigné qu'on peut toujours réviser la Constitution pour le bonheur des populations. S'il faut réviser la CEDEAO, réviser certaines positions, réviser les thèses de la CEDEAO pour que l'AES se sente vraiment concerné par ce qui est fait, je pense qu'il faut aller vers ces réformes-là. Louis Blavonu a également rappelé que le Sénégal devient un modèle démocratique pour l'Afrique. Oui, le Sénégal, est-ce que le Sénégal est devenu un modèle? Non, le Sénégal a confirmé ce palmarès-là de modèle de démocratie. C'est vrai que peu s'en fallait. Comme il a dit, effectivement, ça a été une prouesse parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'on organise des élections dans ce délai-là, et que quelqu'un qui est de l'opposition prenne le pouvoir comme ça au premier tour d'une élection présidentielle au Sénégal. C'est la preuve que le peuple, quand le peuple se décide à faire les choses dans les règles de l'art, ça se passe bien. Le Sénégal, vous savez, si ça n'avait pas réussi comme ça au Sénégal, peut-être que le Sénégal aussi aurait déjà rejoint le pays, l'Alliance des États du Sahel, ou l'Alliance des États, pour donner encore plus de tenue. Qu'est-ce qui va rester? Déjà, avec ces trois États qui disent partie de la CEDEAO, 60 millions d'habitants sont en train de partir. C'est le Mali, vous voyez comment le territoire du Mali est vaste. Vous voyez comment le territoire du Niger est vaste. Donc, si tout cela part de la CEDEAO, il ne restera rien. Et donc, il faut travailler à ce que dans ces pays-là, qu'on n'attende pas d'aller vers les extrêmes pour organiser les élections. Non, il faut que les choses se passent dans la règle de l'art. Voilà. Alors, un discours dans lequel on reçoit la paix, la politique, la démocratie, la solidarité sous-régionale, l'importance de la stabilité institutionnelle pour favoriser le développement et la prospérité au Bénin et dans la sous-région. Alors, très rapidement, sur quel projet de loi ou sur quel point vous attendez ces députés de la 9e législature en début de cette session-là? Non, moi, je n'ai pas un projet de loi précis. Ce que moi, je veux, c'est qu'ils travaillent pour la paix. Nous sommes dans une situation assez critique, il faut le reconnaître. C'est une situation sensible. Nous traversons une situation sensible où le président même l'a rappelé. On est tous sur le qui-vive. Qu'est-ce qui se passera dans les jours, les semaines et les mois à venir? On ne sait pas. Donc, je veux que les députés, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, qu'ils agissent. Et je veux leur demander, c'est une demande que je formule à ces députés, de travailler à la paix, de ne pas embraser ce pays-là. Nous n'avons pas d'autres pays. Nous, on n'a pas les moyens pour fuir de ce pays-là. Nous voulons rester dans ce pays. Nous voulons travailler à l'évolution de ce pays. Nous sommes des Béninois. On n'a pas besoin d'aller au Togo à côté. On n'a pas besoin d'aller au Nigeria ou au Niger à côté pour se sentir mieux. Non, nous voulons rester au pays. Et donc, nous voudrions que chacun d'entre eux puisse savoir qu'ils ont un mandat. Le mandat, c'est de nous rassurer. C'est de rassurer le peuple qui, déjà, on connaît la situation économique dans le pays et les acteurs politiques le rappellent à chaque fois.
que nous sommes en crise. Et ça a quitté très loin. Ils ne sont pas comptables, en fait, de ce qui arrive, mais ils sont comptables de ce que la paix peut revenir, de ce qu'on peut aider les citoyens à mieux vivre, aider les citoyens à ne pas rester sur le qui-vive, aider les citoyens à ne pas dire que il y a une période électorale qui se pointe, qu'est-ce qui va se passer, et que les rumeurs, comme Eman l'a rappelé tout à l'heure, les infos et qui circulent un peu partout, que les acteurs politiques puissent travailler à faire ce truc-là. Nous aussi, nous avons fait le travail qui est le nôtre. En tant qu'acteurs des médias, nous n'allons pas embraser. Nous avons une responsabilité sociale. Nous le savons très bien. Nous allons essayer de jouer notre rôle comme cela se doit. Mais je voudrais qu'il nous facilite et qu'il nous permette de faire notre travail comme cela se doit. Parce que quand ce pays, on ne souhaite pas, quand ça sera, quand des situations difficiles vont se produire, je pense qu'ils sont les premiers à fuir. Nous, on ne pourra pas fuir. Nous allons rester dans ce pays. Et nous voudrions que chacun d'entre eux puisse travailler. Au-delà du discours, c'est que de façon concrète, qu'ils agissent. Et c'est sur ça que le peuple les attend. Le peuple du Bénin a besoin de la paix. Le peuple du Bénin a besoin de mieux se sentir, de ne pas se sentir dans un état où on a peur tout le temps. D'accord, on aurait compris. Je ne pense pas qu'il y ait de loi particulière. C'est vrai que tout de suite, quand on dit qu'il y a, entre autres projets de loi, celle ou proposition de loi portant amnistie de certaines personnalités et tout, ça peut cristalliser un peu les attentions. Qu'est-ce qui est contenu dans cette loi-là? Cette loi comporte quoi? Et c'est lié à quelle personnalité? On parle du retour des exilés, on parle de ceux qui sont emprisonnés pour des faits à raison des faits politiques et tout. Donc je pense que dans tout ça, c'est comment les débats vont se mener au Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque cette proposition de loi avait déjà été remuée en temps, est-ce aujourd'hui, c'est la bonne mouture qu'on renvoie au Parlement? Est-ce aujourd'hui, le terreau est fertile pour que cette loi soit étudiée et votée dans les règles de l'art, pour pas que dans les débats autour de cette loi également, qu'on attise encore le feu. Parce que si cette loi, une fois que cette loi sera étudiée et programmée, il ne faudrait pas qu'on laisse libre cours à tout ce qu'il y a comme envolée verbale pour que la paix, dont le président salue un peu la présence au Parlement, pour que cette paix encore soit menacée au sein des populations et tout. Je pense que si le terreau est fertile pour que cette loi puisse passer, c'est le moment pour les députés, comme l'a dit Sergino, de l'OCOSU, de faire passer le test et de l'étudier pour qu'on puisse finir avec tout ce qu'il y a comme peur, tout ce qu'il y a comme panique autour de telle situation, telle situation. Si ça se passe comme ça, je pense qu'on pourrait dire chapeau à cette législature. Merci Madame Yambossou, Sergino, Lokoso également. On change désormais de sujet. On parle de la répression qui a commencé depuis quelques jours. Alors Sergino, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nos forces de l'ordre ont trouvé la solution adéquate pour mener cette lutte? Non, je pense que chapeau à nos forces de l'ordre qui quand même ont décidé d'offrir leur poitrine pour nous sauver. Ils ont un mandat. Le mandat, c'est d'assurer notre sécurité, quel que soit ce qui se passera. C'est vrai que sous d'autres cieux, Eman me dira que la loi est dure, mais elle demeure la loi. C'est la loi est dure, mais elle demeure la loi. Donc je pense que c'est vrai, il faut réprimer parce que il y a quand même eu un moment de sensibilisation de cette population-là. Mais dans cette répression, on a quand même noté quelques irrégularités, pour ne pas dire dysfonctionnements, et qui ne sont pas du genre à... Parlant d'irrégularité, vous parlez de quoi? Non, parlant d'irrégularité, de dysfonctionnement, je vais citer, ne vous inquiétez pas, je vais citer. On a constaté que certains policiers, pas eux tous, sont devenus comme des bourreaux pour le peuple, sont devenus comme des... on dirait que nous sommes dans une situation de guerre où on bastonne, où on frappe les populations comme si ce sont de vils individus, alors que le Bénin quand même, nous sommes au Bénin, le Bénin où les textes de loi sont respectés et on nous dit que la vie humaine est sacrée et inviolable. Je pense que quel que soit, est-ce que le passager ou l'usager de la route qui ne respecte pas le code, qui enfreint
à la loi, je pense que la meilleure façon de le réprimer n'est pas de le frapper. Il peut insulter, parce que les policiers ont été formés pour ça. Et je pense bien que je n'ai pas fait la police, je ne connais pas ce qui est enseigné dans les écoles de police. Je sais que le droit est enseigné, mais est-ce qu'il y a des leçons de psychologie, des leçons où, des matières où on demande à ces policiers d'étudier chaque différent type de personnalité que nous avons en face de nous. Et donc, quand il y a des gens qui sont des réfractaires et qui ne veulent pas respecter le code de la route, je pense qu'on n'a pas besoin, même s'ils insultent le policier, c'est vrai qu'il y a des populations, il y a de ces enfants en griffe qui ne sont pas bien éduqués, qui embêtent, qui, dès qu'on les arrête, ils commencent pas à menacer le policier. Mais dans ce cas, je pense que le policier qui a reçu mandat de nous protéger ne doit pas commencer par nous frapper. Il doit quand même essayer de prendre son sang-froid, de prendre son calme et analyser la situation. Et pas plus tard qu'hier, il y a un policier qui a grimpé un bus comme ça pour arrêter le chauffeur. Et dans le bus, les gens disaient « Ah, oh, les gens criaient » et tout ça. Donc je pense que le chef de l'État, parce que c'est lui qui est garant de notre sécurité, c'est lui qui les a choisis, parce que la Constitution du Bénin lui donne le plein pouvoir, et maintenant c'est à lui de déléguer ceux qu'il estime capables de faire le travail, c'est à lui de les choisir. Et donc, je pense que le chef de l'État n'a pas demandé autant. Je crois bien. Et c'est vrai qu'il faut réprimer, c'est vrai que nous sommes un peuple en griffe, têtu, qui ne respecte pas les lois, surtout en matière de code de la route, mais je pense que les policiers ont reçu mandat et je crois que la hiérarchie policière doit travailler à ce niveau-là pour montrer à nos amis policiers qui font un travail, il faut le dire, excellent, que parmi eux, dans leur rang, il y a quand même des brebis galeuses comme dans tous les rangs. Il y en a également dans le secteur de la presse. Osons affirmer, osons le dire, il y en a dans toutes les corporations d'ailleurs, et que ces gens-là, on puisse les contrôler, les amener à adopter le bon comportement, parce que depuis un certain temps, il y a que la perception que le peuple a de la police a changé, et quand on voit le policier, on a peur. Moi-même, à des moments donnés, et quand le feu s'arrête et je vois le policier ou cette horde de policiers traverser la voie, je me dis, qu'est-ce qui veut se passer? On a peur. Donc je pense qu'il revient aux autorités de la police de changer quand même cette perception, et la meilleure façon de changer cette perception, c'est de ne pas frapper. Même le voleur, on ne le frappe pas. On a déjà interdit la vindicte populaire chez nous. Et donc, il faut quand même que... c'est vrai que Herman est en train de sourire. Il me dira qu'il y a des gens qui ne respectent pas, qui sont nés pour ne pas respecter. Mais parmi tout ce qu'on a comme truc là, je pense qu'il faut quand même essayer de prendre la personne. La personne humaine, je continue de le dire, est sacrée, inviolable. Et si déjà, dans nos écoles, on interdit le châtiment corporel, on doit quand même l'interdire également dans la rue. Merci, quel que soit ce que les gens feront. Bonne mesure avec l'irrégularité et les dysfonctionnements. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se fait? Non, ce qui est clair, toute mesure présente des dysfonctionnements. Toute mesure comprend déjà que c'est des hommes, c'est des humains qui doivent mettre cette mesure dans l'application. Il faut forcément qu'il y ait des dysfonctionnements. Maintenant, c'est comment on fait pour en amont prévenir ces dysfonctionnements-là, ces dérapages. Parce qu'il n'a jamais été demandé à un policier, par exemple, de grimper un bus de transport en commun pour arraisonner le dit véhicule. Non, pas du tout. Le véhicule est supposé avoir une plaque d'immatriculation. Il faut relever la plaque d'immatriculation, ou alors si la police est bien organisée chez nous au Bénin, la police qui est au carrefour à l'étoile rouge appelle juste les policiers qui sont au carrefour, quel carrefour? Carrefour, comment dit-on, Sigekodi, ou bien au carrefour, au carrefour proche pour lui dire attention, il y a tel véhicule qui vient en votre direction, essayez de la raisonner. Ils vont juste l'arrêter et lui dire voici cette situation. Je pense que c'est l'excès de zèle, c'est l'excès de zèle qui pousse nos amis policiers à aller danser. Et puis il y a peut-être l'expression qu'on a utilisée, répression. Quand on dit tout de suite répression, c'est que ça appelle les muscles, on se dit c'est moi, je suis le plus fort. Donc je pense qu'il faut peut-être travailler, comme il a dit, psychologiquement, à montrer aux policiers que quand on dit répression, il ne s'agit pas de bastonner, il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin pour faire le John Brie de là. Parce que la perception que se fait de la police, la population, n'est plus aujourd'hui la meilleure. On se rappelle, il y a un an encore, 2 ans, les populations étaient contentes de ce que la police est devenue au Bénin, parce qu'avant, les policiers, c'était comme on le dit, c'était les lions
de la forêt qui étaient prêts à bondir. Et il y a un bout de temps où on a senti une forme de symbiose entre la population et les policiers, mais avec cette répression-là, moi j'ai du mal à utiliser le mot répression, avec cette répression déclenchée par la hiérarchie policière, port de casque, port de ceci, cela, et chaque jour que Dieu fait, on corse l'addition. Avant c'était port de casque, maintenant on dit que bientôt il y aura pneus usés, il y aura clignotant à gauche ou à droite, il y aura des cires, ça. Je pense qu'il faut aller mollo, Exactement. parce que les policiers, ils ont appris la force, ils ont appris aussi la dissuasion. Et quand on ne sait pas trop comment le policier s'est réveillé, peut-être qu'il se dit c'est une occasion pour moi de montrer à mon chef que je suis le John Brick, que je travaille bien et tout et tout. Et dans ça là, il y a des dérapages qui bien souvent ne sont pas porteurs de bonnes nouvelles. Mais quand on parle de la force publique, on ne parle pas de la force publique pour jeter les dévolus sur le peuple. Non, la force publique, c'est pour défendre le peuple en réalité. Ouais. Et donc, il faut que la hiérarchie policière, il faut que dans les écoles de police, ça s'enseigne aux nouveaux policiers qui sont recrutés. Parce que souvent, ce sont les jeunes en griffe qui le font. On dit jeunes parce qu'ils sont rentrés dans le métier il n'y a pas longtemps. Mais je pense les nouvelles recrues, je pense qu'il faut quand même leur donner des ressources, des outils qu'il faut. Et qu'en face, nous sommes le frère, nous sommes le sœur, le peuple béninois, ils sont des Béninois, ils ont été recrutés. Et donc, nous sommes la même chose pratiquement. Ce qui les différencie de nous, c'est l'uniforme qu'ils portent. Ce sont les marques de l'État, en fait. Et donc, ça fait que quand on les voit, on leur doit de respect. C'est vrai que parmi les citoyens, il y a des gens qui ne respectent pas. Mais ce que je veux dire à la hiérarchie policière, c'est que d'être à l'écoute de ce peuple. Ils sont policiers pour ce peuple. S'il n'y avait pas ce peuple béninois, il n'y aurait pas de police. Et donc, je voudrais dire que c'est vrai, il faut corser les mesures, mais il faut voir le peuple en face. Est-ce que le peuple aujourd'hui, est-ce que le peuple est déjà prêt pour qu'on corse autant de mesures? Je ne pense pas. Hier, par exemple, quand je rentrais de la rédaction, j'ai vu, tout de suite, j'avais entendu quelqu'un qui m'a dit que nous avons trois problèmes. Il y a le maïs, il y a la police, il y a le carburant, l'essence. Je pense que c'est au moment de la fête, c'est d'inviter et policiers et population à de la retenue. Parce que c'est vrai, les policiers, les recrues, et aujourd'hui, c'est aussi comment est-ce que les commissaires forment les équipes qui doivent aller sur le terrain en temps normal. Quand on veut envoyer des gens sur le terrain, on ne constitue pas des équipes que composées de jeunes. On met à leur tête un chef, quelqu'un qui a une certaine sagesse et qui peut leur dire attention, n'allez pas jusqu'à ce niveau. Une fois que ça sera fait, je pense que les policiers pourront... En fait, il y a quand même des règles dans le métier, qu'ils soient jeunes ou pas, qu'ils soient jeunes ou pas, autant au Parlement, on veut voter un code de déontologie, autant au niveau de la police également, il faut faire en sorte que le code de déontologie s'applique. Et à tout le monde, qu'ils soient jeunes ou vieux. Merci à tous de nous avoir suivis, ce serait tout pour aujourd'hui et à très bientôt.